le monde et bienvenue à cette édition du mois de février, c'est ça? C'est une émission enregistrée d'avance. Tout d'abord, avant de commencer, laissez-moi vous informer que le texte intégral de cette émission est publié ou sera publié, ou en tout cas, ça va se faire bien vite sur mon site dans la section Sciences, Spiritualité et Société. Le titre en question, qui se trouve être le titre de l'émission même, Fin du monde, Nibiru et autres calamités prédites. C'est ce dont je compte m'entretenir aujourd'hui avec vous. Je vais souvent parler de la masse. Et donc, je veux éclairer ça pour qu'on ne se trompe pas, parce que puisqu'il est question de Nibiru notamment, et donc question d'une planète, et quand on parle de planète, on parle évidemment de sa densité, de sa masse, de ce qu'elle représente. Et la masse, les gens confondent souvent la masse avec le poids. Alors, juste pour qu'on soit sur le même plancher de danse, le poids, c'est déterminé par l'effet gravitationnel, alors que la masse, elle, c'est plutôt la quantité de matière d'un corps. Les deux sont souvent le même. C'est un homme de 120 kilos, une masse de 120 kilos, mais le même homme, sur la Lune, aura toujours une masse de 120 kilos, mais un poids de 20 kilos, parce qu'on est beaucoup moins pesant sur la Lune que sur la Terre. On ne doit donc jamais tenir compte du poids d'une planète, mais de sa masse. Voilà, alors ça c'est ma petite introduction. Venons-en maintenant au sujet principal de cette émission. Il existe une rumeur résiliente dans le domaine des faits maudits, voulant qu'un jour, une planète filant droit sur nous provoque d'épouvantables désastres, voire la fin du monde. Vous savez ce que je pense des prédictions et des prophéties. Mais lorsque certaines se recoupent provenant de sources différentes, je me dis que ça vaut un coup d'œil. Je vous propose donc aujourd'hui une émission tapissée de fin du monde, de Nibiru et autres calamités prédites. Concernant Nibiru, nous cherchons une planète géante qui, passant près de nous, le ferait, non sans causer, de terribles ravages comme nous n'en avons jamais vu, en tout cas de notre histoire moderne d'humanité. Pour ça, il faut une planète géante. Il faut que cette planète se déplace. Et il faut qu'elle se déplace dans notre direction. Et il faut que cela se produise dans un avenir relativement rapproché si on veut parler de Nibiru. Et avec ça, on tient notre fin du monde prédite ou à peu près. Mais attention, des prédictions de fin du monde, il y en a à foison. Mais des prédictions impliquant une planète tueuse ou une menace venant du ciel sont très rares. À ma connaissance, je me souviens notamment d'une prédiction de 1982 faisant état d'épouvantables désastres dès que l'alignement planétaire tant craint se produise. L'alignement a eu lieu, mais rien ne s'est produit. Il fallait être ignorant à l'époque de la nature des mécanismes gravitationnels. Ils ne s'additionnent pas sous prétexte qu'ils s'alignent, et s'ils le faisaient, ce ne serait que par paire de deux, et non un chapelet de planètes contre la Terre. Chez les Hopis, amérindiens de l'ouest des États-Unis, il est question de ceci, et je cite, « Un jour, certaines étoiles viendront ensemble en une seule rangée, comme cela s'est déjà produit il y a des milliers d'années. Ce sera le temps de purification pour la Terre. Des changements de climat et de nombreuses catastrophes peuvent se produire quand nous parviendrons à ce stade. Ce qui peut se produire alors, personne ne peut le savoir réellement. » Ça ressemble encore à une histoire d'alignement. Dans l'Apocalypse, vous irez voir dans le chapitre 8, le verset 10, on lit ceci. « Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Son nom est Absinthe. »
un curieux nom, qui évoque une plante bien connue pour la boisson alcoolisée connue des Français, l'absinthe. La Bible fait allusion à cette plante à quelques reprises, faisant allusion au fait qu'elle empoisonne les eaux. N'oublions pas Nostradamus. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angoulmois. Avant, après Mars, régner par bonheur. Ce texte peut se traduire ainsi. En juillet 1999, viendra du ciel un grand chef effrayant qui ressuscitera le grand roi d'Angoulmois avant et après que la guerre ait régné pour son plaisir. Aucun traducteur n'est jamais parvenu à trouver une signification réelle au mot Angoulmois, sinon qu'il s'agit d'une région de la France très ordinaire. D'autre part, ce grand roi effrayant qui devait venir parmi nous, était-il l'Antéchrist attendu et redouté, dont nous parle par ailleurs Nostradamus dans divers quatrains? Chose certaine, cette date de juillet 99 n'aura bien sûr jamais été déterminante côté destruction. Ce fut, d'une certaine manière, une grande déception. Puisque une fois la date, c'est-à-dire que pour une fois, la date était précise. Certains disent que l'intérêt pour Nostradamus s'est mondialement effondré dès le mois d'août apparu. D'autres, comme Alain Thuot, défendent les quatrains de Nostradamus en leur donnant une interprétation qui n'a rien à voir avec la prédiction d'un désastre, mais plutôt d'une renaissance. Mais qu'importe. En général, les prédictions et prophéties de fin du monde traitent de désastres naturels conventionnels, faits d'un cocktail d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre et de tsunamis survenant en même temps ou les uns après les autres. La question de la planète tueuse est connue surtout depuis les écrits de Zecharia Sitchin sur les Sumériens. Si vous l'avez entendu par la suite provenant d'autres sources, il n'en demeure pas moins que cette planète hypothétique n'a qu'une origine. Une seule, les écrits de Sumer. Qui n'a pas entendu parler de Nibiru, de la 12e planète de Sitchin, de la planète X? À peu près tous ceux qui ont un intérêt pour les faits maudits et les questions demeurées sans réponse. Malheureusement, il y a aussi les conspirationnistes. Oh mon Dieu! Autant les vrais que les faux. Ceux-là n'étant que des agents provocateurs. Mais on va tenter de demeurer serein. Et je vous promets de ne pas parler de la Terre plate. J'ai réglé ça quand j'avais 6 ans. Nibiru est le nom qu'on retrouve dans les écrits de Sitchin, qui nous rappelle que c'est évidemment le nom que l'on retrouve dans l'astrologie de Babylone, et qui, au niveau de la mythologie concordante, serait le dieu Marduk, ou son lieu de résidence. C'est selon. On s'intéresse à Nibiru parce que, selon Zecharia Sitchin, elle serait inconnue encore de nos jours, mais se dirigerait régulièrement vers la Terre, semant la destruction sur son passage, et ce, tous les 3600 ans. Son dernier passage daterait donc de 1600 avant Jésus-Christ. On l'assimile parfois à l'hypothétique planète Perséphone, un astre supposé par certains astronomes sur base d'anomalies dans l'orbite de Neptune. Sitchin suppose qu'une ancienne légende, l'épopée de la création, découverte dans les ruines de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, ne décrit pas des combats célestes symboliques opposant les divinités, mais des faits astronomiques réels, chaque divinité représentant une planète. Ce faisant, il remarque qu'une planète inconnue était mentionnée en tant que Tiamat. Il affirme qu'une collision de Tiamat et de Nibiru, aussi nommé Marduk, engendra la Terre et la ceinture d'astéroïdes.
Tiamat aurait été complètement détruite durant la collision. Dans mon livre « Il était une fois des humains et des extraterrestres », je fais allusion à ce drame. Mais le nom de la planète Tiamat n'est pas le même, mais plutôt Maldek. Suivant son orbite, Nibiru ne passerait au voisinage de la Terre que tous les 3600 ans, comme déjà dit, causant à chaque fois d'importantes perturbations et destructions, une combinaison de facteurs aux effets dramatiques. Séisme, tsunami, éruption volcanique, basculement de l'axe des pôles, terre engloutie, changement climatique, disparition d'espèces animales, végétales et communautés humaines. On vit presque ça, mais pas tout à fait. Faut pas exagérer. Cette émission a pour but de savoir si depuis l'avènement des grands télescopes, autant terrestres que spatiaux, si la donne n'aurait pas changé. Nibiru serait-elle bien réelle? Serait-elle en vue? Et se déplace-t-elle vers la Terre? Mais avant d'aborder cette question-là, j'aimerais revenir un peu en arrière. En 2011, je rapportais l'histoire de ce journaliste italien Barbato, qui affirmait avoir reçu d'un jésuite des informations troublantes sur Nibiru. Là, je vous préviens, on va nager dans le cloak and dagger de type un petit peu 007. En 1995, le Vatican aurait appris qu'une monstrueuse planète errait dans notre système solaire et que cette information lui avait été livrée par un membre des services secrets du Vatican. L'observation aurait été effectuée grâce à l'équipement dont disposerait secrètement le Vatican en Alaska et d'une sonde spatiale lui appartenant, portant le nom de Siloé. Cette sonde, selon Barbato, aurait été construite au Nevada pour le compte du Vatican et par la compagnie Lockheed Aircraft. Ce jésuite se serait mis à parler pour la simple raison que, membre à part entière d'une agence secrète de renseignement du Vatican, le Servizio Informazioni del Vaticano, dont l'existence est formellement niée, évidemment, il désapprouvait le secret entourant cette planète compte tenu des conséquences dramatiques à venir. Donc, selon ce jésuite, la planète observée par la sonde Siloé serait la fameuse Nibiru. Puisque Barbato s'intéressait de près au troisième secret de Fatima, c'est la raison pour laquelle il aurait été choisi par ces éléments subversifs du service secret du Vatican. Mais qu'est-ce que ça a à voir, le troisième secret et Nibiru? On sait, à tout le moins on pense savoir, que le troisième secret traitait de l'attentat contre le pape Jean-Paul II. Donc, très décevant, pas de catastrophe, ni de guerre mondiale, rien. Mais un autre journaliste, par contre, Antonio Socci, aurait lui aussi publié un ouvrage intitulé « Quarto Secreti di Fatima ». Ce livre dit simplement que tout n'a pas été révélé et qu'une deuxième partie a toujours existé. La première concerne cette vision du pape et ainsi de suite. Mais la seconde explique le pourquoi de cette vision et qui concerne cet homme en blanc abattu à Rome. L'interprétation voulant qu'il s'agisse de l'attentat contre Jean-Paul II. Mais là, ça ne colle plus. Parce que cette fois-ci, on y fait allusion à cet évêque en blanc abattu à Rome avec de nombreuses autres personnes et d'une façon terrible par des soldats en armes. On est loin du compte. Il est effectivement logique d'assumer que le troisième secret devrait être annonciateur d'événements autrement plus graves que les deux premiers secrets. Et selon la version officielle de l'Église, ce n'est pas le cas. L'attentat de Jean-Paul II a été raté. Personne n'en est mort et son règne fut long et prospère. Comme troisième secret, ceux de mes ex sont pas mal plus excitants. N'oublions pas non plus que ce pape, qui en lisant le troisième secret aurait dit « Pauvre Canada »,
Ah, ça, c'est soit l'éventuel retour de Harper ou Nibiru va s'écraser dans les prairies. D'accord? Je rigole. Donc, revenons à plus sérieux. Ce Barbato, en étudiant de très près les textes écrits par les enfants de Fatima, eux-mêmes en portugais, et non pas en latin, et surtout Lucie, ne concorde pas avec la version officielle. Oui, il est question d'une apparition, mais non pas de la Vierge Marie, mais plutôt d'une forme d'apparence humaine et femelle pouvant avoir 14 ou 15 ans. Elle portait à la main une lance et elle était vêtue de façon très étrange. Or, à cette époque, toutes les statues de la Vierge sont les mêmes. Et la description officielle veut que celle que donnent les enfants de la Vierge soit conforme, ce qui est faux. J'ai déjà traité de Fatima dans Révélations spectaculaires sur les faits maudits. Barbato explique cela parce qu'il a étudié les notes rédigées en portugais par Lucie. Alors que toutes les versions publiées par la suite, sous la surveillance de l'Église, de toute évidence, l'ont été en italien. Et les notes de Lucie, elles, n'ont jamais été traduites. Et Barbato a publié tout ça, ouvertement, en 2000. Et ce n'est pas passé inaperçu. De là, l'intérêt des éléments du service secret du Vatican et de ce jésuite pour Barbato. Alors, comme ça, si on fait le bilan, il semblerait que le véritable troisième secret de Fatima pourrait avoir un lien avec Nibiru, puisque le jésuite s'est intéressé à Barbato à cause du secret et lui a livré une information sur Nibiru. C'est de la pure spéculation, j'en conviens. Mais moi, je suis ici pour réfléchir à voix haute sur des événements et des personnages dont rien n'est certain. Mais l'étude des faits maudits, c'est souvent, dans son sens large du terme, l'exploration de terres inconnues. Donc, le Vatican aurait envoyé dans l'espace une sonde destinée à explorer l'univers et aurait découvert Nibiru. Ce n'est pas rien. Mais comme l'affirmation, c'est un peu gros. D'abord, au départ, a-t-on seulement une preuve que le Vatican s'intéresse à l'espace? Oui. On découvre que oui. Et c'est pas un secret, c'est pas caché. Il s'agit d'explorer le site officiel de l'Observatoire astronomique du Vatican, qui a été construit sur le mont Graham, en Arizona, et qui porte le nom de Vatican Advanced Technology Telescope. C'est un bidule d'à peu près 18 mètres, soit la valeur de quelques millions de dollars. Mais c'est pas le télescope du siècle, on s'entend. Dans cette entrevue accordée à Camelot par le journaliste italien qui a bien connu Barbato, c'est-à-dire Luca Scantamburlo, ce dernier fait part de la déclaration en 97 d'un proche du pouvoir au Vatican, le père Malachi Martin, un jésuite, et qui aurait déclaré « Les gens plus hauts que moi s'intéressent grandement à ce qui va survenir dans les 5 ou 10 prochaines années. » D'après le jésuite, qui cette fois s'adressait à Barbato, les effets de Nibiru se feraient sentir d'ici 4 ans. Mais comme l'information en question a été livrée en 2000, cela nous emmène en 2004. Ça colle plus ou moins, parce que la pire année, là on est en 2018, la pire année qu'on ait connue reste encore 2010. C'est l'année de tous les désastres. Mais ce serait quand même malhonnête de ne pas reconnaître que le tsunami le plus meurtrier de toute notre histoire est bien survenu en 2004, avec 230 000 morts. Mais enfin, le service secret fut donc conçu avec une structure organisée de manière analogue, je parle du service secret du Vatican, une structure analogue à la CIA, au MI6, au KGB. Ça n'a pas de siège officiel, comme Langley ou les différents sites qu'on retrouve.
à travers le monde, mais on change régulièrement de lieu de réunion, toujours sous le regard de la Cité du Vatican. Et tout cela dans le but d'acquérir et gérer, en coordination avec les services de renseignement d'autres pays, toute information secrète concernant les extraterrestres et traiter particulièrement des aspects moraux et philosophiques afférents à cette situation. C'est une thèse audacieuse, mais je la qualifierais pas de folle tout de suite. On apprend, toujours du jésuite, via ses confidences à Barbato, que deux groupes s'opposent au sein du Vatican. L'un d'eux préconise la divulgation, bref, tout ce qu'ils savent sur Nibiru, les extraterrestres et ainsi de suite, et qui était alors soutenu à l'époque sans réserve, ce qui m'étonne, par Jean-Paul II. Alors que l'autre faction tentait de bloquer par n'importe quel moyen toute information. Et certains membres de cette faction font partie de groupes de pouvoir occultes qui, par exemple, contrôlent le marché du pétrole et influencent de nombreux secteurs de l'économie internationale dans le seul but d'étouffer l'information sur le développement de sources alternatives d'énergie, dites énergie libre. Ça commence à sentir la pipi de chat avec les Illuminati en robe noire dans de sombres châteaux de forêt germanique par grosse pleine lune avec des vierges nues allongées sur des autels de pierre pour l'apéro. Eh oui, il y en a qui disent ça. Qu'est-ce que je te dis? Malgré mes réserves, ce que je trouve fort intéressant dans tout cela est la possibilité à ne pas écarter, loin de là, que le Vatican baigne jusqu'au cou dans le secret contenant le phénomène extraterrestre. On parle toujours de la CIA, du KGB, de l'époque, bref, de l'ensemble des services de renseignement, mais jamais du Vatican. Dan Brown, romancier, est le premier à nous avoir titillé avec ce genre d'informations. Mais en définitive, il n'est pas impossible du tout, et il est même tout à fait concevable, que le Vatican dispose de ressources extrêmement larges dans ce domaine et en sache tout autant que les ombres de Washington et d'ailleurs. Dans les années 70, j'étais assis dans le salon d'un archéologue québécois, le père René Lévesque, à ne pas confondre avec le politicien. Il me confiait son obsession de trouver le tombeau de Champlain. Mais il était fasciné par mes recherches en ufologie. Surpris, j'ai demandé si c'était pas un peu bizarre qu'un prêtre s'intéresse à ça. Il a souri. Il a dit « Jean, je suis un jésuite. Et c'est un monde qui n'a rien à voir avec le tien ou celui des prêtres, si seulement tu savais. Ah. » Évidemment, il est décédé, il avait même défroqué à l'époque. Son décès m'a grandement peiné. Et en revisant mes notes, je me suis souvenu aussi d'une correspondance très intense que j'avais durant la même époque avec un autre religieux, le père Benito Reyna d'Argentine, lui aussi un jésuite. Selon les calculs du scientifique John Matthäus, il y aurait à la limite de notre système solaire une très grosse planète, 4 fois plus grande que Jupiter et qui orbiterait à 15 000 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. La situant donc près du nuage de Oort, O-O-R-T. Vous irez googler ça si vous voulez des détails. J'ai déjà un article sur lui, datant de 2003, et il parlait cette année-là d'un corps géant qui aurait une orbite d'une durée de 6 millions de nos années terrestres. Un autre astrophysicien, John Murphy, à la même époque, parlait lui aussi de cette étrange planète qui serait très loin, mais dans notre système solaire. Serait-il possible que cette planète soit Nibiru? En me rappelant cette information-là, un ami astronome amateur, Guy Jasmin, m'a fait faire quelques recherches. Il me disait qu'il y aurait effectivement une planète géante du nom de Tyché, T-Y-C-H-E-E, cachée dans notre système solaire.
Les astrophysiciens John Matisse et Daniel Whitmer de l'Université de Louisiane, eux aussi, avancent cette idée. Ils se basent sur des données récoltées par le télescope WISE de la NASA, Wide Field Infrared Survey Explorer, et qui nécessitent encore beaucoup de travail. À la question de savoir comment une telle planète n'a pas encore été découverte, ils répondent tout simplement qu'elle se trouve trop loin, au confond du système solaire, dans le nuage de Oort, dont j'ai parlé tout à l'heure. Tyché serait donc 375 fois plus éloigné du Soleil que ne l'est Pluton, et 14 700 fois plus éloigné du Soleil que la Terre ne l'est, puis déjà, on n'est pas proche. Bien que de nombreuses preuves de l'existence de cette planète nommée Tyché existent, apparemment, de nouvelles données seront essentielles. Selon le professeur Daniel Whitmer, Tyché serait essentiellement composé d'hydrogène et d'hélium, avec une atmosphère semblable à celle de Jupiter. Il espère également que la planète possède des lunes, comme toutes les planètes extérieures. Si l'existence de Tyché se voit confirmée, il s'agirait de la 9e et certainement de la plus grande planète de notre système. Elle devra encore être acceptée par l'Union astronomique internationale et sera susceptible alors de changer de nom. Mais, il y a une autre candidate récemment découverte et qui est encore pas mal plus intéressante et, je dois l'admettre, plus troublante. On revient après la pause. The Alternative Radio Station 96.9. Ça fait 10 ans que le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on veut te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles, chez nous, on a de tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale. Et tu sais quoi? On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton party de bureau, on est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de Lauson. Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au Corsaire, lève ton verre. L'Inventaire, c'est une boutique éclectique où l'univers des gadgets pratico-pratiques est à son meilleur. Vous trouverez facilement un cadeau pour quiconque et peut-être même pour vous. Pour les petits et les grands, nos trouvailles et inventions ont toutes un but commun de joindre l'utile à l'agréable. 833 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Sortez de l'ordinaire. Venez en boutique avec plus de 700 idées cadeaux originales et inusitées. Vous trouverez le cadeau chez l'Inventaire ou visitez le www.boutiquelinventaire.com. Hey, le RINA Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper. Venez prendre du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux. C'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD. C'est simple de même. Ça se passe au RINA Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des promenades du Sud. Super spécial chez Auto Prestige DG. Venez faire votre changement d'huile régulier pour seulement 39,95. Et on vous procure la paix d'esprit avec une inspection en 21 points. Gratuitement! Si vous mentionnez CJMD, seulement chez Auto Prestige DG. 6006 Boulevard Sainte-Anne, Lange-Gardien. À peine passé les chutes, Momo! 96.9. T'es un fan de rock et t'as le goût de quelque chose de nouveau? Moon Sheriffs. Découvrez-les sur Spotify, iTunes, YouTube et Facebook. Moon Sheriffs, un son de chez nous. Moon Sheriffs, pour t'aider à rocker ta journée. Are you ready? Oh yeah, oh yeah!
sur le Corner en direct, sur Facebook Live, chaque lundi de 19 à 21h. Le podcast hip-hop numéro 1 à Montréal. Maintenant en rediffusion sur les ondes de CJMD 96.9 FM Lévis, chaque dimanche dès 20h. Ne manquez pas le meilleur moment de la semaine. Karen 23h15, Mo Cashmo, Billy John Vulgaire, Max, Sladgy et moi-même DJ Org, on vous attend et de ce rendez-vous. Oh yeah! Salut, c'est Tiggy. Je veux vous parler de la ressourcerie de Lévis parce que c'est vraiment mon magasin. Ça me tente pas de payer des chemises 100$, moi, dans la vie. Pas plus que des jeans. En fait, j'aime ça acheter usagé. Ça me fait sentir intelligent. Puis j'économise pas à peu près. Pour le linge, la peinture, les meubles, la déco, l'équipement sportif, des outils de cuisine, même de la bouffe. Et j'en passe en masse. Il faut voir d'abord ce qu'a à offrir la ressourcerie. 24 rue Charles-Lecadieux. C'est pas juste Tiggy qui le dit, c'est la logique même. C'est au Shaker Cuisine et Mixologie que l'on retrouve les meilleurs tartares et tataki au monde. 12 choix de tartares tout aussi délicieux et savoureux vous sont offerts en entrée, repas ou dans un fameux poke-bowl. Le bœuf italien avec prosciutto, le saumon au yogourt grec ou encore l'incroyable thon rouge, gingembre et litchi. Ils vont tous vous laisser avec une impression de « Ah, j'ai jamais mangé de quoi de bon de même ». Dans vos shakers Sainte-Foy, Lévis, Cap-Rouge et Charlebourg. La formation professionnelle, c'est pour toi. Tu veux apprendre le métier de charpentier, menuisier ou d'ébéniste sans quitter la Rive-Sud? La solution est au Centre de formation des bâtisseurs à Sainte-Marie, à 25 minutes des ponts. Nous offrons aussi le cours d'infographie à Beauceville. Informe-toi à l'afppourmoi.com. l'afppourmoi.com. Redbeard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50$ tout inclus. Oui, 50$ tout inclus. Amenez la famille, les amis et les collègues. Pour réserver vos places, www.redbeardsurvival.ca. redbeardsurvival.ca. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Bâtisse. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. 96.9, vas-y, c'est à moi que tu parles. T'as entendu me remettre dans la radio là? Si, 96.9, que ça, arrête de rigoler là. Arrête, te fous pas de ma gueule, vas-y. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. On est de retour au Fait Maudit. Nous sommes en train de discuter de fin du monde, de calamité, mais surtout de la fameuse planète Nibiru. Et comme mentionné, il existe actuellement une planète à laquelle on a donné le nom temporaire de Phatie. P-H-A-2-T-I-E. En anglais, parce que l'information est, en tout cas à mon point de vue, est plus complète en anglais, vous chercherez pour Planet 9, planète 9. C'est par un jeu de perturbation de l'orbite de plusieurs objets célestes survenus entre 1983 et 2016 que son existence est suggérée. Elle serait située au-delà de la très lointaine planète Neptune, au-delà de la ceinture de Kuiper, qui, bien au-delà de Pluton, entoure tout le système solaire d'un nuage de petits corps célestes, mais à ne pas confondre avec le nuage d'Oort, considérablement plus loin encore. Bref, Phatie n'est pas dans notre proche environnement, loin de là, mais beaucoup moins éloigné que Tyché, dont on a parlé plus tôt. On doit ce questionnement au California Institute of Technology, qui l'a fait savoir quand même assez récemment, en 2016.
Déjà en 2014, le prestigieux journal Nature publiait les premiers éléments de l'existence possible de cette planète qui, le statut de Pluton étant dégradé, deviendrait la véritable 9e planète du système solaire. Ou alors, une planète errante, dont on va reparler, et dès lors candidate au titre de Miss Nibiru. Plusieurs autres groupes de recherche astronomique, dont le Carnegie Institution of Science, se demandent bien si ce qui provoque autant de perturbations de plusieurs corps célestes dans ce secteur ne serait pas causé par une planète massive. Une batterie de simulations menée par des astronomes de Caltech, dont Michael Brown, démontre qu'une 9e planète pourrait effectivement se trouver au-delà de Pluton. Vous avez compris que si Pluton était encore une planète, on parlerait donc d'une 10e planète. Michael Brown l'a décrit comme un perturbateur massif des objets de la ceinture de Kuiper. Il va jusqu'à prétendre que cette 9e planète aurait pu se former dans le noyau d'une géante gazeuse et être projetée aux confins extérieurs du système solaire. L'existence de cette planète est devenue presque une certitude. Mais la question est de savoir si elle compte rester sagement où elle est, comme toutes les autres planètes du système solaire le font bien gentiment, ou si elle se déplace dans notre direction. Bref, Fati serait-elle Nibiru? Fati aurait une masse d'environ 10 fois celle de notre planète et une taille qui la place à mi-chemin entre la Terre et Neptune. Un gros bétail, en somme, mais possiblement gazeuse et non rocheuse, mais quand même. Deux astrophysiciens, Esther Linder et Christophe Mordassini de l'Université de Berne, ont avancé des chiffres très précis. Selon eux, Fati aurait un diamètre égal à 3,7 fois celui de la Terre. Elle serait glacée avec une température de moins 226 Celsius. Elle aurait un cœur ferreux, un manteau de silicate, un autre de glace et une atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Sa révolution autour du Soleil serait effroyablement lente, soit près de 20 000 ans. Ces scientifiques, connaissant les limites de notre technologie, prévoient qu'une sonde spatiale pourrait éventuellement survoler Fati, mais dans très longtemps. Juste la construire, fignoler l'ensemble de la mission, nous emmènerait en 2028. Et à la vitesse actuelle que nous atteignons avec nos bebelles, alors que Fati est au point le plus rapproché, ça prendrait 57 ans à une centaine d'années. Et en plus, si on rate notre coup et qu'elle est à son point le plus éloigné, ça pourrait prendre 343 ans. Les gars en charge de la fabriquer peuvent donc relaxer. On est vraiment une planète, un jardin d'enfance. Maintenant, n'oublions pas leurs plus prudents confrères, dont Agnès Fienga de l'Université de Nice, qui hésite encore à crier « Fati, je t'aime » en se demandant si elle existe bien. Autrement dit, il y a encore un peu d'obstruction. Maintenant, puisqu'on cherche toujours une candidate pour être l'heureuse élue de Nibiru, parlons de Sedna. S-E-D-N-A. En 2003, les astronomes ont découvert la planète Sedna, avec une orbite trop éloignée de Neptune pour en être influencée. Plusieurs hommes de science, dont toujours le même Paul Matthees, Rodney Gomes et Jack Lesauer, ont calculé que les caractéristiques de l'orbite de Sedna pourraient confirmer la théorie d'une autre planète éloignée et excentrique dans la zone externe du système solaire. Matthees explique que pour la plupart des astronomes, il est très difficile d'imaginer que Sedna
ait pu maintenir une telle orbite excentrique et elliptique durant ces derniers milliards d'années. La mécanique céleste impose que cette excentricité se réduise progressivement au fil du temps et que le corps céleste finisse par avoir une orbite plus circulaire. Donc, il est logique de supposer que l'existence de Sedna puisse s'expliquer par un effet d'attraction inconnu en périphérie du système solaire dû à un compagnon obscur du Soleil. Sedna subirait donc une perturbation gravitationnelle périodique par un objet massif, ce qui aurait empêché son orbite d'évoluer vers une forme plus normale. D'autres motifs vont en faveur de la présence d'un objet très massif. De tout temps, les modèles de la ceinture de Kuiper suggéraient que le nombre de grands objets augmenterait au-delà d'une certaine distance. Mais non, c'est le contraire qui se produit, une chute brutale du nombre de gros corps célestes qui a été constatée au-delà de cette distance. On l'appelle la falaise de Kuiper. C'était complètement inattendu et ça demeure inexpliqué. Par contre, si on cherche une explication par hypothético-déduction, on pourrait le faire en supposant la présence d'une planète massive qui bloquerait les effets de la ceinture de Kuiper. Autrement dit, on a ici un effet surprenant dont la cause est inconnue. Mais si on devait en trouver une cause, ce serait l'existence d'une gigantesque planète encore inconnue à l'intérieur ou autour et près des limites de notre système solaire. Ça commence à faire pas mal de monde qui parle d'une grosse planète à l'extérieur de notre système solaire. En 2017, Kat Vogt et Renu Malhotra, chercheurs à Laboratoire planétaire et lunaire de l'Université de l'Arizona, ont constaté une déviance pour plus de 600 objets. Encore là, l'explication la plus plausible à ce phénomène serait la présence d'un corps bien plus massif dans les environs, soit au-delà de la fameuse ceinture de Kuiper. D'après leurs calculs, la masse de cette hypothétique nouvelle planète serait comprise entre celle de Mars et de la Terre. La planète, possiblement découverte par ces scientifiques, serait donc différente de Phathi, la planète 9, et elle serait située dans une région comprise entre 30 et 50 unités astronomiques, comme déjà dit, 150 millions de kilomètres pour une unité astronomique. On ne manque donc pas de candidate pour incarner le rôle de Nibiru. Là, je vais prendre une petite pause. Je ne parle pas d'une pause commerciale, là, je parle d'une pause dans notre tête. Parce que là, je vous parle de Nibiru et je vous en parle de la façon la plus raisonnable et la plus rationnelle possible, en mettant de côté les inepties conspirationnistes. Mais il faut que j'en parle de ces inepties-là parce qu'il vient un moment donné où il faut que ça arrête là. Parce que ces histoires-là enflamment l'imaginaire. Il y a un site qui s'appelle l'Ordre mondial, ou le Nouvel Ordre mondial, quelque affaire de même, qui est très connu pour sa très haute crédibilité dans les garderies et les centres de recherche sur la Terre plate, et qui continuait le 22 novembre 2017 d'annoncer une série de cataclysmes causés par l'arrivée de Nibiru le 19 novembre. Donc 3 jours avant. Ça, on appelle ça un webmestre fatigué. Il y en a un autre site qui s'appelle La Vérité perdue. Elle continue en 2017 de parler d'une destruction qui va arriver en mars 2016.
Ils établissent donc une prédiction pour l'an passé. J'aime ça. C'est très, très, très cohérent avec ces gens-là, très cohérent avec le reste de leurs infos. Des niaiseries du genre pullulent, tout comme les photographies de Nibiru, illustrant un effet d'optique très connu des photographes quand on voit un second soleil à sa gauche au couchant. Moi, j'ai une caméra, une Nikon D5100, c'est-à-dire, qui me fait ça régulièrement. Régulièrement, vous allez le voir sur mon site, j'ai mis une photo. Mon ancienne Canon ne faisait pas ça, elle. Je ne sais pas si c'était un défaut de Nikon ou quoi, mais bref, mais il y a un site, lui, qui s'appelle Plein Feu, qui montre des photos comme ça et qui, en plus, utilise exactement les mêmes données que j'ai présentées depuis le début de cette émission-là, presque mot pour mot, mais en ajoutant dans le titre « La NASA vous cache ceci ». Ça, là, c'est exaspérant. C'est des déjections de petits cerveaux ratatinés. C'est exaspérant parce que les gens sérieux qui aimeraient quand même en savoir un peu plus sur le phénomène Nibiru sans passer pour des caves sont arrosés par ces putois du net et apprennent très rapidement à se tenir très loin d'eux. Alors forcément, si quelqu'un, même sérieux, publie un article intitulé Nibiru, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Il est associé à cette faune putride. J'ai vécu ça avec d'autres clowns, qui est inutile de nommer, qui à une certaine époque s'attiraient le ridicule des foules, lequel ridicule finissait par tous nous éclabousser. Je parle évidemment dans le domaine de l'ufologie. Il s'agissait juste de prononcer le mot ovni, puis bang, ça y était. Je vais vous donner juste une petite anecdote en passant pour vous montrer à quel point l'insignifiance se répand et se maintient même encore en 2015. Je dirais 2015 cette fois-là parce que je pense que c'est arrivé en 2015. 2016, je ne me rappelle plus. C'est arrivé au Tricheur. Vous connaissez cette émission-là, le Tricheur, Guy Jodoin. Et il pose la question, à ma grande surprise, j'étais assis et je regardais ça. Il pose la question, qui est l'auteur du livre Certitude et fiction sur les ovnis? Ah ben là, moi, tu sais, j'ai dit, c'est moi. Et bon, personne n'avait la réponse. Bon, c'est correct, je n'ai pas de trouble à vivre avec ça. Mais la comédienne, là, Tanya Verge, elle, avec une espèce de sourire un peu stupide, elle répond, « Ben voyons, Guy, c'est forcément Raël. » Bon, j'ai dit, encore une fois. Tu sais, ça lâche pas. C'est très difficile de se libérer de l'influence pernicieuse de ces clowns-là. On n'en sort pas. J'écoutais une série américaine très récente intitulée The Glades. Et le détective apprend que le sujet, le suspect, c'est-à-dire, aurait vu un ovni. Et là, tout le reste de l'émission n'est qu'éclat de rire, allusion aux petits hommes verts, puis aux flying saucers, puis tutti quanti, puis ainsi de suite. Alors, merci à tous les imbéciles nunuches des 50 dernières années, avec leur niaisage systématique. Voilà où on est rendu. Il n'y a plus moyen de parler de ces choses-là sans passer pour un Christine mental. Alors, quand un site vous montre un reflet de lentille à côté du soleil en vous disant « Attention, voilà Nibiru, on va tous crever », c'est fatigant. Les Américains ont eu la vie dure aussi avec le phénomène des Space Brothers des années 50-60, véhiculés par des mononcles qui ont séjourné sur Vénus avec une pitoune aux cheveux d'argent. On se souvient de ça. Les canulars n'ont pas manqué en Europe non plus. On n'a qu'à se rappeler ce vendeur de parfums puis dessinateur de cravates qui a publié son étude ultra sérieuse, voulant qu'en juillet 99, la station Mir allait s'écraser sur Paris, comme Nostradamus l'avait toujours dit. Ben oui, c'est ça. Il est retourné dessiner, là, je ne suis pas surpris que c'est lui qui aurait dessiné les filtres à café de Nevsky, là. Jean-Paul Fritz, chroniqueur scientifique au Nouvel Observateur. Là, on revient aux choses sérieuses. J'ai juste voulu vous faire partager mes frustrations et vous dire que quand il est question de Nibiru sur le net, soyez extrêmement prudents
il y a très peu de sites sérieux qui en parlent. Très peu. Jean-Paul Fritz, chroniqueur scientifique au Nouvel Observateur, nous apprend, lui, des choses intéressantes. Il nous raconte que selon 2 astronomes californiens, cette mystérieuse planète serait si énorme qu'elle pourrait être responsable de l'inclinaison du système solaire. C'est pas rien, ça. Ça, c'est une étude de Elizabeth Bailey, qui est chercheuse à Caltech, qui rend la planète géante responsable de l'inclinaison du Soleil. Hop là! Là, on n'est plus dans la conspiration de pipi de chat, là. Là, on est dans le sérieux, là. Ça veut dire que par rapport au plan de l'écliptique, dans lequel se trouvent la plupart des planètes, dont la Terre, l'axe de rotation du Soleil est comme, entre guillemets, penché. Il n'est pas entièrement perpendiculaire, mais incliné d'environ 6 degrés. Or, l'orbite théorique de Fatih, définie par Battigan et Brown, serait fortement inclinée de 30 degrés par rapport à l'écliptique. Bailey dit alors, parce que la planète Nine, ou Fatih, est si massive et a une orbite inclinée par rapport aux autres planètes, le système solaire n'a pas eu d'autre choix que de se tourner lentement hors de l'alignement. Une autre influence de la fameuse planète, donc, qui expliquerait le mystère de l'inclinaison de l'axe du Soleil par rapport au plan des planètes. Sachant que Nibiru est présumée être une planète tueuse capable de détruire la Terre ou l'endommager suffisamment pour causer une sorte de fin du monde, il me paraît raisonnable de penser que si une planète à elle seule fait canter le Soleil, c'est qu'elle est assez bétail, merci, non? Fritz ajoute dans son article que Bailey n'est pas la seule à le penser, puisque d'autres chercheurs sont venus présenter leurs travaux, indépendamment de ceux des astronomes de Caltech. Ces scientifiques de l'Université de l'Arizona ont eux aussi analysé des mouvements d'objets de la ceinture de Kuiper et en ont déduit qu'ils étaient causés par la présence d'une planète qui tournerait autour du Soleil en 17 000 ans et serait située à environ 660 fois la distance Terre-Soleil. Des calculs qui vont dans le même sens que ceux de Mike Brown et Constantin Battigan. Les faisceaux de preuves théoriques s'amoncellent donc en faveur d'une énorme planète quelque part aux limites de notre système solaire. Et là, on parle d'astrophysiciens, on parle d'astronomes, on ne parle pas de TQ conspipi. Battigan et Brown, ainsi que quelques autres, s'attellent à officialiser l'existence de cette planète, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Aux dernières nouvelles, Mike Brown estimait qu'il faudrait 3 ans au plus pour finalement capter une image de la planète mystère. Cela dit, rien ne fait penser que cette planète extrêmement puissante ait l'intention de se diriger vers la Terre, parce que tout est là. Nibiru, c'est pas juste une grosse planète inconnue ou invisible, mais une planète tueuse. Mais je pense qu'on peut supposer, puisque nous mesurons nos existences en dizaines d'années, alors qu'une planète comme Fatih le fait en dizaines de milliers d'années, peut-être nous réserve-t-elle une surprise. J'aimerais revenir sur l'idée qu'une immense planète a un effet percutant sur notre Soleil. Dans ce même article dont j'ai fait allusion plus tôt concernant les révélations de Barbato, je faisais part du point suivant, à savoir que si le Soleil subit l'effet d'une gigantesque planète, qu'en est-il des autres planètes du système solaire? Prenons d'abord le Soleil. Avec la patience, vous pourrez consulter les données enregistrées par le radiohéliographe de Nobeyama, un radiotélescope japonais qui fonctionne en tant qu'interféromètre spécialisé pour l'observation solaire. Dans l'article intitulé « The Truth About Global Warming », c'est le Soleil qui est à blâmer. La vérité sur le réchauffement global, c'est donc
La faute du soleil. Ça a été écrit par Michael Leading et Roya Nika. Ça a été publié dans le Télégraphe de Londres le 18 juillet 2004. Et on peut lire ceci. Le réchauffement global est enfin expliqué. Selon des recherches récentes, la Terre se réchauffe parce que le soleil brille plus fort qu'il ne l'a jamais fait depuis le dernier millénaire. Une étude menée par des scientifiques suisses et allemands indique que le rayonnement croissant du Soleil est la cause des changements climatiques récents. Le Dr Solanki a déclaré que ce sont à la fois l'accroissement du rayonnement solaire et le niveau des gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, qui contribuent à la modification de la température terrestre, mais qu'il est impossible de dire lequel des deux est prédominant. Guy Jasmin, dont j'ai parlé plus tôt, a observé de son côté que plus les taches solaires sont massives et orientées vers nous, plus la température monte sur Terre. Parmi les planètes et satellites du système solaire présentant des activités atypiques, citons Pluton. Selon les astronomes, bien que son orbite très excentrique l'éloigne en ce moment du Soleil, Pluton connaît un réchauffement de sa mince atmosphère. Les hommes seraient-ils responsables de changements climatiques aux confins du système solaire ou si ce serait le Soleil? Voyons maintenant pour Triton. James Elliott, astronome au MIT, déclare que depuis 1989, Triton, qui est un des satellites de Neptune, ou une lune de Neptune, subit un réchauffement global. Tiens. Sur Mars, en 2001, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA fit savoir que la caméra de la sonde Mars Orbiter avait observé au pôle sud de Mars des changements qui témoignaient d'une modification de climat sur cette planète, et ça, on le sait là maintenant. Concernant Jupiter, le 4 mai 2006, un article qui titrait « De nouvelles tempêtes sur Jupiter laissent supposer un changement de climat » rapportait que le télescope Hubble photographie le développement d'une nouvelle tache rouge. Baptisée Red Spot Junior, elle s'est formée après l'apparition de 3 tempêtes blanches de forme ovale, dont 2 doivent avoir au moins 90 ans et qui se sont fondues l'une dans l'autre entre 1998 et 2000. Parlons de Saturne. Des images de la sonde Cassini du 11 octobre 2006 montrent un ouragan dont le diamètre égale les 2/3 de celui de la Terre qui fait rage au pôle sud de la planète. Une chose est sûre. À l'époque où Sitchin a écrit ses travaux sur Nibiru, personne ne savait qu'il y avait une planète géante à la porte de notre système solaire. Et maintenant, presque tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il y en a une. Ça, c'est juste une autre de leurs erreurs qu'ils corrigent. La prochaine erreur sera peut-être que cette planète-là valse doucement sur son orbite et ne menace pas la Terre. En d'autres termes, est-ce que ça aussi, c'est une erreur qui pourrait être corrigée? Vous savez, les conspirationnistes ne sont pas des gens sérieux, c'est des popsicles, je l'ai toujours dit, leurs propos, ça colle les mains. Mais les scientifiques, là, sont des gens très sérieux, mais leurs propos finissent toujours par se révéler faux, puisqu'une nouvelle découverte élimine toutes les précédentes. La différence est notable, non? Si Nibiru n'est pas Fatih ou inversement, on peut se demander si elle ne serait pas une planète folle. Ça existe? Oui, ça existe. Et ça, on ne l'a su que tout récemment, en 2013. Je vous reviens donc après la pause. 96.9. Hey, le RINA Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper, n'épargne du temps de qualité autour d'une bonne fondue à 2, c'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD, c'est simple de même. Ça se passe au RINA Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des promenades du Sud.
L'Inventaire, c'est une boutique éclectique où l'univers des gadgets pratico-pratiques est à son meilleur. Vous trouverez facilement un cadeau pour quiconque et peut-être même pour vous. Pour les petits et les grands, nos trouvailles et inventions ont toutes un but commun de joindre l'utile à l'agréable. 833 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Sortez de l'ordinaire. Venez en boutique avec plus de 700 idées cadeaux originales et inusitées. Vous trouverez le cadeau chez L'Inventaire ou visitez le www.boutiquelinventaire.com. Le Club Lion de Saint-Romuald invite les entreprises à s'inscrire rapidement au tournoi de quilles Défi de l'entreprise 2018 qui se tiendra au Boulodrome à Lévis le 24 février prochain. Inscrivez-vous auprès des membres suivants. Louisette Imbeau au 838-9608, Julien Côté au 839-8772 ou directement au Salon de quilles. Nous invitons également la population à venir nous voir le 24 février pour le plaisir. Le Club Lion de Saint-Romuald vous salue. 96.9. Dans la vie en général, les absents ont toujours tort. Sauf ici, à CJMD. Quand t'es pas là, tu brilles par ton absence. Enjoy the music! L'alternative radio. Faites-vous entendre à CJMD. Rien de plus efficace et simple comme bonjour. 418-473-4635. Parlez directement à notre représentant. Il vous fera vos offres sur mesure. Vous êtes à l'antenne de CJMD 96.9, la radio à Lévis. La radio à Lévis. De retour avec Jean Cazot au Fait Maudit. Nous sommes de retour au Fait Maudit et je vous parlais avant la pause de la possibilité que si une planète massive située très loin de notre système solaire n'est pas la fameuse Nibiru, se peut-il qu'elle soit alors une planète folle? Depuis la découverte d'une étrange planète folle dans notre galaxie confirmée en janvier 2013, on peut se demander si toutes ces rumeurs concernant Nibiru n'est pas à prendre plus au sérieux et cette fois-ci dans le contexte des planètes dites errantes. Dans le magazine Le Point du 10 octobre 2013, on apprenait qu'une exoplanète du joli nom exotique de PSOJ 318.5-22, que je vais appeler Pizzo, hein, c'est quand même moins long, se balade librement, sans attache, avec sa masse de 6 fois celle de Jupiter, à 80 années-lumière de la Terre. C'est loin, effectivement. Il lui faudrait des centaines d'années avant de nous atteindre si seulement sa trajectoire devait être menaçante et sa vitesse en accélération, ce qui est peu probable. Là n'est pas la question. S'il y a une grosse truite dans un lac, il y en a d'autres. L'unicité n'existe pas dans l'univers. Donc, cette planète folle n'est pas la seule. Et remarquez bien, là, nous autres, là, les humbles kidams non instruits des mystères du ciel, l'astronomie n'ayant jamais été inscrite dans le curriculum des écoles de tout niveau, on vient d'apprendre, justement, ça tombe bien, qu'elle n'est pas tout seule, la Pizzo. Elle a des copines dans cette même galaxie, et attention, on parle de milliards. Oups-salaï. Apparemment, c'est très connu de ces gens-là, ceux-là même qui se font presque éclater la rate quand ils riaient de nos questions sur une planète errante nommée Nibiru. Nous n'étions alors que des clowns, des esprits chauffés, des ignorants s'abreuvant de mythes et de légendes, de doux naïfs si adorables avec nos petites questions débiles. Comme si une planète monstrueuse pouvait un jour venir assombrir le destin de notre système solaire. Ben voyons, justement. Outre le journal français Le Point et d'autres médias de masse, c'est dans la revue américaine Astrophysical Journal Letters et Nature que nous apprenons cela. On n'était pas si fous que ça. C'est donc de sources crédibles et officielles. Maintenant, notre ami Pizzo a été détecté près d'Alpha Centauri B,
l'une des étoiles les plus proches de notre Soleil. Voyons maintenant ce qu'est une planète folle. Les gens sérieux disent une planète flottante, c'est-à-dire une planète qui se balade toute seule, qui ne tourne pas comme la nôtre autour d'un Soleil et qui se dirige droit devant elle, subissant éventuellement l'attraction de corps plus importants qui pourraient éventuellement, certaines d'entre elles, s'immiscer dans un système solaire en fourrant le chien, ça c'est clair, et en perturber grandement l'équilibre. Ça, c'est évident. Moi, j'appelle ça une planète folle, parce qu'elle fait plus que flotter. Elle fonce dans le vide, sans but précis, et pourrait très bien causer la destruction de mondes plus petits, comme une vraie folle, en somme. Pizzo se serait formé il y a à peine 12 millions d'années, ce qui en fait un petit bébé, si on considère que notre univers aurait apparemment 14 milliards d'années. Michael Liu, de l'Institut d'astronomie de l'Université de Hawaii à Manoa, principal auteur de cette découverte qu'il a effectuée à l'aide du télescope Pan-STARRS 1, situé au sommet du mont Alekeala à Maui, se dit extrêmement surpris de cette découverte. Il dit « Je me suis souvent demandé si de tels objets solitaires pouvaient exister, et maintenant nous savons que c'est le cas. » Cette planète possède peut-être la plus faible masse jamais mesurée sur un objet flottant. Mais en même temps, ses caractéristiques les plus uniques, y compris la masse, la couleur et l'énergie émise, correspondent à celles de planètes en orbite. Je suis content de savoir qu'il est content. Lui se demandait si de telles planètes existent, parce que vous voyez, moi aussi. Cette histoire de Nibiru, on le sait, remonte à plusieurs milliers d'années selon les textes sumériens. Alors moi, je suis content de savoir que Nibiru pourrait donc ne plus être un mythe. Les découvertes s'accumulent depuis. On est passé à 10 autres de la même taille, et cette fois, la découverte a été faite par des astronomes européens. Nibiru serait-elle une planète errante, une planète folle? Ou une planète errante pourrait-elle venir errer dans notre secteur? Qu'importe qu'elle soit Nibiru ou quoi d'autre, là, il n'y a plus personne qui peut dire non, 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 c'est fou, c'est impossible, c'est ridicule, je regrette. Quand tu as des milliards d'électrons libres dans l'espace, là, il y a des raisons de se demander si ces bebelles-là pourraient pas venir faire un tour ici. Vous savez, certains hommes de science, ils vont pas de main morte. David Bennett, de l'Université Notre-Dame, aux États-Unis, confirme dans la revue Nature que des milliards d'autres planètes du genre, folles, errantes ou vagabondes, se baladent en sifflant les mains dans les cratères en attendant Godot. J'ai déjà reçu plusieurs courriels de personnes apparemment mieux informées que moi à l'effet que ce ne sont pas des planètes, mais des naines brunes. Bon, avant que vous fassiez un commentaire salace et vicelard, fruit d'un racisme potentiel en certains d'entre vous, une naine brune n'est pas ce qui vous est venu à l'esprit. Une naine brune est, d'après la définition provisoire adoptée en 2003 par l'Union astronomique internationale, un corps céleste dont la vraie masse est inférieure à la masse minimale nécessaire à la fusion thermonucléaire de l'hydrogène, mais supérieure à celle nécessaire à la fusion thermonucléaire du deutérium. En lévisien, c'est un objet pas assez massif pour être considéré comme une étoile, mais plus massif qu'une planète géante. C'est donc une grosse affaire, mais avec un nom bizarre. Quand je dis grosse affaire et naine, il y a comme un conflit nominal. Une naine qui, au minimum, a la taille de Jupiter et qui pourrait accueillir pas loin de 13 000 terres. Disons qu'il y a naine puis naine. Humblement, ça ne me fait pas un pli, sa différence, que ce soit une étoile, une planète. Parce que de toute manière, Bennett le nie, que ce soit une étoile, puis il le démontre dans ses calculs, mais qu'importe. L'important, c'est que des corps célestes, des électrons libres, n'ayant aucune attache, existent par milliards. Puis c'est pas un site ésotériste qui vous dit ça, là. T'sais? Il ajoute que sans étoiles hautes,
autour de laquelle orbiter, ces planètes se déplacent à travers la galaxie, contrairement à notre Soleil puis les autres étoiles qui, eux autres, révolutionnent en orbite stable autour du centre de la galaxie. Tu sais, parce que notre système solaire, il bouge, lui aussi, là, il se promène, le système en entier, mais il tourne, tu sais. Ça fly tout droit comme une balle de 22, là. C'est fou, là. C'est des planètes folles. Il affirme aussi que les systèmes planétaires ont facilement tendance à devenir instables, causant l'expulsion de certaines planètes du site qui les a vues naître. Et c'est comme ça que pourrait naître une Nibiru, ou qu'a pu naître une Nibiru potentielle, puisque celle-ci correspond exactement à ça, avec une orbite présumée, attention, de 3600 ans. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque j'ai su pour Nibiru, en 1976, je n'aurais pas pu en parler durant mes conférences à l'époque, ou à la radio, comme maintenant. Il n'y avait résolument et absolument rien de connu dans l'espace qui aurait pu, un seul instant, passer pour Nibiru. Pas de planète géante dissimulée aux confins du système solaire et pas de planète errante. Rien. Zilch. Inutile de vous dire que parler de Nibiru dans ces années-là ou du Père Noël, c'est la même chose. Mais là, ce que vous entendez actuellement démontre que plus nos technologies évoluent, plus elles commencent à confirmer ce que tous les experts de faits maudits des 60 dernières années clament haut et fort. Alors, ce n'est plus à nous d'être gênés, mais les arrogants qui ne s'en peuvent plus de nous entendre et qui devront éventuellement admettre que nous avions vu juste depuis le début. Je continue. Cette étude sur les planètes errantes représente la 4e phase du projet Optical Gravitational Lensing Experiment, l'un des projets de recensement de l'univers les plus ambitieux au monde et en cours depuis 1992. Dans l'émission Demain l'Apocalypse, qui était diffusée au Canal D le 20 janvier 2014, le narrateur nous dit que ces dernières années, les astronomes ont découvert des planètes flottantes qui errent dans la galaxie en étant liées à aucun système solaire. Comme on dit, il confirme ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Les scientifiques estiment qu'il existe au moins 200 milliards de ces planètes errantes dans notre galaxie. Oups, ça commence à faire du monde. Il semble donc probable qu'une de ces planètes puisse éventuellement entrer dans notre système solaire un jour. J'ai pas besoin de vous dire que si tel est le cas, les répercussions sur la Terre pourraient être plus que catastrophiques. Ce qui illustre l'imaginaire planète Mélancolia. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. C'est comme Mélancolie, mais Mélancolia, du film éponyme. Il y a Kiefer Sutherland qui joue là-dedans. Donc, partant de ce constat, et Rachel Weisz aussi, donc partant de ce constat, je me sens plus enclin à discuter de nouveau de cette planète Nibiru. Bien que l'existence des planètes errantes fut postulée dès les années 60, c'est seulement depuis le milieu des années 90 qu'on a pu établir leur existence. Alors, planètes, étoiles, naines brunes ont donc cette caractéristique d'errer librement dans l'espace. Rien ne laisse penser qu'elles pourraient venir foutre le bordel ici, mais rien n'interdit non plus de le penser. Et c'est là que l'histoire de Nibiru est juste un peu plus crédible. Parce que non seulement, quand Sitchin a rendu ses écrits publics, il n'y avait pas de planète géante cachée dans notre système solaire comme maintenant, mais en plus, on ignorait aussi l'existence des planètes errantes. Et si vous avez l'impression que je me répète, vous avez tout à fait raison. Ça n'existait pas. Donc, quand je parlais de Nibiru dans les années 70, je passais pour un malade, je passais pour un cave. Et peut-être avec raison, parce que je me fiais sur un seul bouquin, celui de Sitchin qui venait de sortir.
Mais là, je suis en 2017. Je suis très confortable de vous parler de Nibiru quand des astrophysiciens, des astronomes et ainsi de suite ne cessent sans arrêt de me parler de planètes errantes gigantesques, énormes, folles, par milliards. Je suis pas gêné. Voilà. Maintenant, est-ce que la fin est proche? Ah, ben là, ça, c'est toute une question. Vous n'avez pas oublié l'image classique du type à l'air abruti qui se balade dans les rues avec une pancarte sur laquelle il est écrit « Repentez-vous, la fin est proche ». Certains même ont un petit accent chrétien, là, style « Repentez-vous, la fin est proche ». Ça, c'est plus... ça fait plus catholique, ça, quand tu parles de même. Tu sais. Après ma barre, c'est la perception que j'ai eue lorsque j'ai commencé à lire un certain article. Là, vous allez dire, ben voyons donc, Caso, qu'est-ce que tu fais là? Jusqu'à date, ça allait bien, tu parlais de science, puis là, tu vas parler de religion. Je parle pas de religion. Je parle d'un bonhomme. C'est un bonhomme en particulier. Il s'appelle Billy Graham. C'est un évangéliste. Une race que je suis pas capable de sentir. Ça, puis les vendeurs de Bros Fuller, vous savez pas de quoi je parle, vous autres, les Bros Fuller, hein? Vous n'avez pas connu ça. Ça en dit long sur mon âge. En tout cas, c'était des vendeurs de brosses qui passaient dans les maisons. C'est la même maudite affaire. Ça, puis les évangélistes, c'est pareil. Ces gens-là, les évangélistes, sont obsédés, presque sexuellement, par la Bible. Considèrent ça comme la parole de Dieu sans aucune discussion. En tout cas, je ne perdrai pas de temps à vous parler de ça parce que j'ai un bouquin qui s'en vient là-dessus et ça va régler mon problème. Mais combien de fois vous ai-je dit que j'obéissais toujours à la résonance que j'éprouve? La résonance, ça veut toujours dire la même chose par rapport à un ouvrage, un article, un document quelconque, voire un courriel. Prends-en connaissance. Si la résonance se maintient, continue. Si elle diminue, prends une chance. Si ça s'éteint, fous ça aux poubelles. Mais si ça monte en intensité, finis la lecture, puis si à la fin, ça y est toujours, c'est aussi fort, partage-le, fais quelque chose avec. Ça, c'est ma façon de fonctionner depuis 50 ans. Ça ne veut pas dire que ça exprime la vérité absolue, c'est évident. Ça signifie juste que je dois le partager. Point barre. Je suis un communicateur. Ma job, c'est de communiquer, mais pas communiquer n'importe quoi. Ça, c'est ma responsabilité de faire en sorte que je communique des choses les plus crédibles possibles. Bon. Peut-être ce que je vais vous dire là aura un effet important sur un ou plusieurs d'entre vous, je ne sais pas. On ne me tient pas toujours informé des conséquences postérieures de mes résonances. Pour un article ou un livre donné, il m'arrive de recevoir des remerciements à ce point intense que ça me fait rougir. Et je n'en reviens pas moi-même. Je remercie alors silencieusement en mon fort intérieur le ou les esprits qui m'ont inspiré sa rédaction. Je passe au suivant, en somme. Et ça explique pourquoi écrire, pour moi, c'est pas un loisir, c'est pas un passe-temps de retraité ou une occupation, mais un devoir impératif, une mission de vie, un fatum, et ce, depuis plus de 50 ans. Alors, si je reviens à l'objet de ma résonance, demain, l'Apocalypse, que j'ai vu au Canal D, et l'article en question dont je vous ai parlé sur Graham, traitait des planètes flottantes. Je ne savais rien de ça et je considère que c'est un sujet d'inquiétude très réel. Maintenant, devenons pas hystériques, mais 200 milliards de ces planètes folles dans une seule galaxie, c'est pas reposant. Ça n'en fait, ça, des Nibiru tout d'un coup. Le problème est que si l'une d'elles s'insère dans notre système solaire, comme notamment celle dont il est question dans l'article, tous les scénarios possibles sont catastrophiques et signifient la fin de notre planète. Ou à tout le moins de toute forme de vie, ou ce qui revient au même de toute civilisation, nous ramenant à l'époque des hommes de Cro-Magnon, soit un recul de 35 000 ans. Le premier, c'est le pire. La Terre chassée du système solaire pour devenir à son tour une planète folle. Contraint de vivre sous terre, la surface devenant graduellement invivable, sous les 3 chiffres, sous 0, et totalement obscure, sans aucune forme de vie. Le second est une déviation plus ou moins accentuée de notre orbite actuelle autour du Soleil. Si c'est plus, cela signifie un renversement complet de notre climat, méga-tempête,
âge glaciaire, etc. Si c'est moins, alors c'est quand même de profonds bouleversements climatiques. Bref, l'équilibre d'un système solaire est la résultante de millions d'années d'ajustement. L'arrivée brusque d'un corps aussi massif ne pourrait être qu'un cataclysme sans nom. CGMD 96.9, la seule et l'unique Rock and Hip Hop Talk Radio Station. Ézéchiel Productions, c'est quoi? Ézéchiel Productions. Montage vidéo, photographie travaillée, captation audiovisuelle, publicité, vidéoclip, graphisme, effets spéciaux ou logos animés pour vos projets et événements. Ézéchiel Productions, les meilleurs prix, les meilleurs résultats. Pour plus d'informations, visitez notre site internet ezekielproduction.com, notre page Facebook ou contactez-nous au 581-985-1292. Ézéchiel Productions. C'est au Shaker Cuisine et Mixologie que l'on retrouve les meilleurs tartares et tatakis au monde. 12 choix de tartares tout aussi délicieux et savoureux vous sont offerts en entrée, repas ou dans un fameux poke bowl. Le bœuf italien avec prosciutto, le saumon au yogourt grec ou encore l'incroyable thon rouge, gingembre et litchi. Ils vont tous vous laisser avec une impression de « Ah, j'ai jamais mangé de quoi de bon de même ». Dans vos shakers Sainte-Foy, Lévis, Cap-Rouge et Charlebourg. 96.9. Dans la vie en général, les absents ont toujours tort. Sauf ici, à CJMD. Quand t'es pas là, tu brilles par ton absence. Enjoy the music! L'alternative radio. La fromagerie Victoria, c'est les déjeuners, la poutine, le fromage. Mais c'est aussi un bar laitier de tout premier plan. Ouvert plus de 8 mois par année. Alors posez-vous pas de questions, venez tout de suite vous délecter de nombreuses saveurs de crème glacée et de notre grande variété de desserts glacés. Accompagnez cela de notre célèbre caramel maison ou de notre onctueux chocolat belge. La fromagerie Victoria vous attend pour vous sucrer le bec. www.fromagerie-victoria.com. Comme ça, y en a qui pensent que je connais pas ça, radio. Hey, on est dans la Ligue nationale ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien prêtes. Parce qu'eux autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe, eux autres. La radio de Lévis 96.9 Funky FM. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. On est de retour. On est de retour après la pause et j'étais en train de vous parler, évidemment, des planètes errantes, mais je vais donc aller de l'avant avec l'article dont je vous ai parlé au niveau de ma résonance, celui de Graham, Billy Graham. Alors, évidemment, lui, c'est clair, je vous préviens tout de suite, il a un fort contenu religieux dont je me désiste de ça, mais j'ai pas le choix, c'est ce qu'il utilise. Alors, un peu comme Noé l'a fait dans les temps anciens, l'évangéliste mondialement connu, c'est pas un tweet, là, Billy Graham, sonne l'alarme à l'effet que la seconde venue est proche. Ça, c'est clair. Et que les signes de la fin des temps convergent maintenant pour la première fois depuis que Jésus a fait ses prédictions. Bon, les prédictions auxquelles il fait allusion, ça a été fait. On les retrouve dans Matthieu 24. Mais de l'avis de la grande majorité des exégètes, cette prédiction est très claire à l'effet qu'elle devait se produire sous peu en son temps. C'est d'ailleurs pour cette raison que Paul mettait une pression insoutenable sur tous et chacun pour qu'ils se convertissent. Mais évidemment, 2000 ans plus tard, aucune des prédictions du fameux Jésus ne se sont produites. Mais ça, Billy Graham n'en parle pas. C'est une caractéristique d'abord, d'ailleurs, des prophètes de malheur, de se retrouver de bacalo et de ne pas en parler. Bon. Plus tôt, rappelle Graham, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies que des prophéties bibliques s'étaient déjà réalisées. La semaine d'avant, la République Michelle Bachmann du Minnesota avait clamé que le monde venait d'entrer dans ses derniers jours. Là, mon boss a commencé à fliquer. Personnellement, je m'en fous, moi, ce que d'une républicaine du Minnesota peut raconter, mais j'ai poursuivi ma lecture et j'ignore pourquoi,
parce que c'était la résonance. La résonance, moi, là, je l'ai dit tout à l'heure, j'obéis à ça. Alors, elle dit, la madame, quand vous voyez que le haut est en bas et que ce qui est correct est mal, quand vous voyez que cela survient, c'est qu'on dit que ces jours que nous vivons sont comme ceux qui furent les jours de Noé. A-t-elle dit Noé, avant, on sait bien, le déluge puis tout. Alors, ces mots-là, prononcés par Graham, Netanyahou et Bachmann, tombent simultanément avec un intérêt, faut-il le dire, de plus en plus vif des gens pour la fin des temps. Effectivement, je ne sais pas ici au Québec, mais il y a plusieurs sondages, dont un du New York Times, de Amazon.com, Best-Selling Book, de Harbinger, Ancient Mystery, il y en a plusieurs, Four Blood Moon, Something is About to Change. Bref, un paquet de sondages qui semblent démontrer que les gens s'intéressent de plus en plus ou se posent de plus en plus de questions sur la fin du monde. Je dois vous dire qu'un précédent article que j'avais mis sur mon site, portant le titre du Vatican et de Nibiru, dont j'ai fait la lecture plus tôt, a scoré 12 000 hits. Ah, c'est du monde. Non, mais attends, là, c'est du monde, là. T'écriras un article toi, qui va faire 12 000 hits. Là. Je veux dire, regarde, ça veut dire qu'il a été lu par mon monde à moi, là, qui me suit. Mais il a été partagé Saint-Henriche, puis ceux qui l'ont reçu l'ont repartagé, puis maison. Alors, il y a eu une fascination pour ça, là. Tu sais? Il y a un sondage effectué par Ventura, California Based Barnack Group qui a fait valoir que 40% des Américains croient que le monde est en train de vivre les temps de la fin. Non, je veux dire, regarde, c'est du monde. Là. 40% de 300 millions, là, c'est du monde. Là. C'est pas une rumeur. Là. C'est vraiment un maudit paquet de monde qui croit à ça. Cela dit, je sais que nombreux parmi vous croient effectivement que nous sommes à la veille de quelque chose. De mon côté, je crois aussi que quelque chose de gros mijote sur le back burner du poêle. Mais je ne sais pas exactement quand on va le ramener sur le rond d'en avant pour qu'on serve la soupe. Est-ce que ça va se faire de mon vivant? Peut-être. Du vivant de mes petits-enfants? Peut-être. J'ai aucun feedback là-dessus, puis je préfère ça. Par contre, très récemment, j'ai encore vécu une expérience assez intense, personnellement, qui me donne à penser que nous sommes à la veille de quelque chose. Mais c'est pas nécessairement... C'est pas une histoire de fin du monde, mais c'est pas toujours positif ou reposant. On a assisté à une nouvelle vague de prédictions concernant, là, on est en 2018, on oublie ça, mais qui concernait 2014-2015. Ça impliquait des lunes rouges, des blood moons, durant les jours sacrés du judaïsme et le Shemitah, l'année du Shabbat dans les temps anciens. Bon. Quoi qu'on en soit, je pense que nous sommes au bord d'un éveil global. Mais je ne suis pas tout seul à le penser. Il y a un monsieur qui dit, il s'appelle Paul McGuire, c'est un expert mondial des prophéties, mais c'est pas lui qui les fait, mais il les commente. Il est commentateur autant à Fox qu'à CNN. Et il dit ceci, je crois que nous sommes au bord d'un éveil global envers des événements de proportions apocalyptiques. On l'a vu aussi dans un documentaire qui a été diffusé à Historia, Les 7 signes de l'Apocalypse. Il a dit, je vois un lien important entre les propos de Billy Graham, Michelle Bachmann et Benjamin Netanyahu, et je crois qu'il y aura sous peu un intérêt majeur envers la fin des temps, comme jamais on a vu ça auparavant. Ben, écoutez, je crois que précédant un grand changement, une masse critique de gens se met alors à y penser, à s'en préoccuper, et je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre. Dans une entrevue, Billy Graham, puis en passant, c'est pas une jeunesse, 94 ans, a livré au monde ce qui pourrait bien être son dernier message. Et selon lui, le monde est très près de la fin des temps. On le sait que la Bible en a long à dire sur les signes à surveiller, mais quand tous ces signes-là convergent vers un même point, on peut penser qu'on est prêt, mais près de quoi? C'est ça la question. Et ces signes, selon moi, ça c'est Graham qui parle, convergent l'un vers l'autre pour la première fois depuis que Jésus en a fait la prédiction. Mais ça, on met Jésus de côté 2 minutes. Là. Dans son livre,
j'ai publié, je ne sais pas quand, là, mais en tout cas, dans son livre « The Reason for My Hope, Salvation », le prêcheur, connu pour avoir livré la pseudo-parole de Dieu, estime que tout ça annonce le retour du Christ. Ça, c'est bien fatigant. Chez les chrétiens, la parousie ou la seconde venue est actuellement le sujet de prédilection. Chez les chrétiens. Les musulmans s'en foutent pas mal. Les juifs aussi. D'ailleurs, ils sont même pas occupés de sa première venue. Imagine la deuxième. Bon, on dit, bon, il revient, lui. Ça repose donc sur une question de foi. Alors, qu'importe le côté petit bonbon rose du retour du Christ, il est clair qu'il s'agit d'un concept tout à fait semblable à celui qui veut que, et là, on ne parle plus du Christ, que des archanges descendent du ciel. Mais il n'y a pas seulement que ça aussi. Il y en a d'autres qui parlent de milliers de vaisseaux extraterrestres qui viennent nous sauver. Voyez-vous le parallèle qu'il y a entre les trois et qui pourtant viennent de sources différentes? Pour les uns, c'est le retour du Christ. Les autres, ce sont des archanges qui viennent nous sauver. Et pour d'autres, ce sont des extraterrestres. Enfin, ensemble. En fait, voyons-tu le dire, il semble bien que la plupart des gens entretiennent à leur façon, à leur manière et selon leurs croyances respectives, une sorte de parousie individuelle, et ça me paraît un signe encore plus important. Encore récemment, je recevais des courriels de certains d'entre vous sur votre certitude profonde en des événements inquiétants à venir. D'autres ont même indiqué que depuis qu'ils sont tout jeunes, ils ressentent le besoin de prendre leurs précautions. Même Whitley Strieber a raconté s'être vu dans le futur. Il y a plusieurs années de ça, dans un monde entièrement dévasté, et fait intéressant, Sniber a décrit avoir vu sur un meuble un gros objet noir rectangulaire et très plat et ne pas savoir ce que c'était. Ah, ben moi, je te dis qu'une télé d'L 60 pouces, là, ça aurait du bon sens, ça, mais pas à l'époque où il l'a écrit. Graham ajoute qu'il est maintenant le temps de se repentir, comme le fit Noé dans les temps anciens. Dieu tient ses promesses, dit-il, et c'est pour cette raison que nous pouvons être certains que le retour du Christ est proche. Bon, blablabla, blablabla, blablabla. À ce point-ci de ma lecture, Jésus, pas Jésus, il a raison sur un point. Jamais autant de désastres, de tout acabit, ne se sont produits sur cette planète au cours d'une si courte période de temps, soit la décennie 2000-2010, et ça continue dans la décennie 2010-2020. Je dois dire qu'il a raison là-dessus, parce qu'il y a un phénomène d'accélération qui se produit. Si on regarde, tu sais, on sait qu'il y a de nombreux événements qui viendraient confirmer la tribulation des temps de la fin, comme l'attaque terroriste de septembre 2001, la série d'ouragans de 2005, dont Katrina, la récession mondiale de 2008-2009, et évidemment, de super tremblements de terre, celui de l'Haïti, survenu en Haïti, celui du Japon, de super grands tsunamis, dont la Thaïlande et aussi le Japon, des tornades à n'en plus finir. Comme déjà dit, des désastres du genre sont déjà survenus par le passé, puis des pires. Mais faut-il l'admettre, jamais tous ensemble au cours d'une seule et même décennie. Ça, je dois le dire. Ben, j'ai fait mes recherches, j'ai fait ma job, j'ai fait mon travail. Tu sais, tu vois des tremblements de terre qui ont tué 4 millions de personnes en Chine, mais ça, c'est en 1300, ça. Puis après ça, ils n'ont pas eu pendant des siècles. Là, je vous parle de ce qui s'est passé dans une décennie. En d'autres termes, jamais dans notre histoire, des décennies auront été aussi marquées par des désastres naturels. Je ne considère pas l'élection de Trump comme une de ces calamités-là, parce que c'est pas naturel. Alors, je le mets de côté. Mais c'est un désastre. C'est un désastre à sa manière. Maguire explique qu'une nouvelle crise économique mondiale est tout à fait possible, prochainement. Ça se peut, c'est pas fou. Faut quand même réaliser, puis admettez-le,
qu'on vit pas des heures bien reposantes. Il y a toujours quelque chose. C'est énervant. Sur le plan économique, c'est énervant. T'sais? Moi, j'ai vécu 87, mais j'ai vécu 82, j'ai vécu 87. Puis après ça, on a eu des petits bouts de rough à un moment donné. Puis à un moment donné, on a eu 2008 qui a vraiment pas été drôle. Alors, c'est beaucoup. On parle de décennies, tu sais. Je veux dire, c'est beaucoup. Parce qu'avant ça, tout ce qu'on avait connu, c'était en 29, la crise mondiale en 29. Mais c'était la première, ça a été la seule. Après ça, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. On est même passé au travers d'une guerre mondiale sans même avoir une dépression par après. C'est incroyable. Et là, d'un coup, 82, 87, puis surtout 2008, là, qui était rough, là, les papiers, et on nous dit, faites attention, ça pourrait recommencer. Bon. Est-ce qu'il y a actuellement un potentiel pour des désastres de ce genre-là? Ben, considérant les tremblements de terre, le cas très sensible de Yellowstone est à retenir. Ça, Yellowstone, là, c'est pas juste un beau parc avec des mouflons puis des wapitis, là, puis des comment ça s'appelle, l'ours, là, Yogi l'ours, là. C'est un super volcan dans une catégorie hors tout. C'est presque une moitié de pays qui serait un volcan à lui tout seul. Sauf qu'il c'est pas un volcan qui a la forme typique des volcans, c'est comme un volcan souterrain. C'est pas yard. Bon. On peut parler aussi du tsunami japonais qui est arrivé, celui de Thaïlande, des radiations en provenance du réacteur Fukushima qui a contaminé les sources de nourriture dans l'ouest du pays. J'en ai parlé, des tornades gigantesques d'une importance jamais vue, des F5, là, il n'y en a pas tous les jours. Puis là, depuis quelques années, c'est chaque année. Perdons pas de vue que le gouvernement, des experts scientifiques sont concernés et inquiets. Face à d'autres calamités à venir, comme un tsunami géant sur la côte ouest, un tremblement de terre géant sur la côte ouest, le Big One, et surtout une activité solaire troublante et de sévères changements climatiques encore à venir. Les changements dramatiques et sans précédent de notre climat, selon toujours notre ami Maguire, sont de proportions bibliques. Bon, c'est sa façon de parler, que nous sommes sur le point de manquer d'eau et de nourriture, ce qui va affecter des dizaines de millions de gens dans le monde entier. On remarque qu'il y a déjà pas mal des dizaines de millions de gens qui souffrent à l'heure actuelle, là, sur les 7 milliards, en raison des sécheresses qui vont survenir. Parlons maintenant des lunes rouges. Ça m'a laissé bizarre. Ma résonance dit, parle-en. Je vais le faire. Je vais le faire, mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, le pasteur John Hagee de Cornerstone au Texas, puis auteur d'un livre intitulé Four Blood Moons, a fait part à ses membres que l'apparition de 4 lunes rouges durant les jours d'avril 2014 et d'octobre 2015 pointe un événement colossal qui pourrait signifier le début de 7 années de 7, dans le sens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 années de grande tribulation. Lui dit, je crois que le ciel est le panneau publicitaire de Dieu et qu'il nous envoie des signaux ici sur la terre et que nous n'avons qu'à les lire. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, je cite le gars encore, et de quelques révélations scientifiques brillantes, je vais vous démontrer, affirme Hagee, comment, au cours des 500 dernières années, Dieu n'a pas cessé de nous dire « Je reviens bientôt ». Selon lui, ce phénomène très rare d'éclipse de lune et du soleil en même temps durant le Shemitah ne s'est pas produit souvent au cours des 500 dernières années. C'est arrivé, dit-il, en 1492. Oui, effectivement, je dois dire que l'arrivée des Espagnols a été une catastrophe. 1948, ça c'est la formation de l'État d'Israël. 1967, j'ai eu 17 ans. 2014-2015. Ces dates, selon lui, correspondent à l'expulsion des Juifs d'Espagne et l'Inquisition qui s'en est suivie et l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique.
Et comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est une très mauvaise nouvelle, ça, pour les Aztèques, les Incas et tous les peuples qui vivaient à cette époque, dont, bien sûr, nos Amérindiens. On dit d'ailleurs que cette date figurait aussi sur le calendrier maya. L'Amérique de 1492 allait finir par devenir le plus grand sanctuaire pour Juifs. Les autres dates commémorent la création d'Israël, je l'ai dit tout à l'heure, en 1948, et la guerre des 6 jours. Ça, c'est en 67. Or, Hagé et d'autres croient que cette guerre des 6 jours était le célèbre Armageddon biblique. La guerre entre Gog et Magog, rapportée par l'Apocalypse et dont parle Ézéchiel. C'est pas fou. Cette guerre traite d'une attaque contre Israël par une coalition de nations menée par la Russie et l'Iran. Il faut dire qu'ils étaient pas loin en arrière. La Bible parle de signes dans le ciel qui ont été découverts. Ça, c'est toujours lui qui parle. La Bible parle de signes dans le ciel qui ont été découverts par la NASA et que vous pouvez retrouver sur Internet, soit les prochaines lunes rouges indiquant qu'un grand événement se produira entre avril 2014 et 2015. Écoutez, l'auteur du livre The Harbinger Companion nous dit « Le présage qui fut sur la liste des best-sellers du New York Times fait ressortir que des événements importants sont survenus en escalade à 7 ans d'intervalle au cours du Shemitah et qui peuvent pointer vers un autre événement majeur. L'auteur juif, Kahn, croit avoir découvert une prophétie étonnante dans Isaïe 9 où il serait question d'un avertissement global. Il fait un lien entre les crashs économiques majeurs survenus après septembre 2001 et en septembre 2008. Ces 2 crashs sont survenus au jour de la Shemitah. Exactement comme l'indique le calendrier hébraïque, qui, on l'a bien compris, ne tient pas compte de Jésus-Christ dans sa datation, puisque les Juifs se sont pas énervés avec l'histoire de Jésus. Plus l'auteur tient, lui, a fait une corrélation entre telle date et telle date. C'est long à mourir, ça mène nulle part, je passe. Mais en gros, ces dates indiquent que les lunes rouges de la Shemitah sont extrêmement importantes. Petite pause et on vous revient. 96.9, The Alternative Radio Station. Hey, le RINA Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper, venez prendre du temps de qualité autour d'une bonne fondue à 2, c'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD, c'est simple de même. Ça se passe au RINA Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des Promenades du Sud. C'est au Shaker Cuisine et Mixologie que l'on retrouve les meilleurs tartares et tatakis au monde. 12 choix de tartares tout aussi délicieux et savoureux vous sont offerts en entrée, repas ou dans un fameux poke-bowl. Le bœuf italien avec prosciutto, le saumon au yogourt grec ou encore l'incroyable thon rouge, gingembre et litchi. Ils vont tous vous laisser avec une impression de « Ah, j'ai jamais mangé de quoi de bon de même ». Dans vos shakers Sainte-Foy, Lévis, Cap-Rouge et Charlebourg. La formation professionnelle, c'est pour toi. Tu veux apprendre le métier de charpentier menuisier ou d'ébéniste sans quitter la Rive-Sud? La solution est au Centre de formation des bâtisseurs à Sainte-Marie, à 25 minutes des ponts. Nous offrons aussi le cours d'infographie à Beauceville. Informe-toi à l'afppourmoi.com. l'afppourmoi.com. Les mercredis et dimanches dans les Shakers Cuisine et Mixologie, c'est le vin au coste. C'est incroyable, mais tu payes le vin au prix de la sac. C'est comme ça le shaker. Tous nos vins rouges, vins blancs et même tous nos champagnes sont au prix coûtant de midi à 3 heures du matin. Ouais, les meilleurs tartares au monde et le vin au coste, c'est tous les mercredis et dimanches dans vos shakers. Ça explique peut-être pourquoi les shakers sont toujours pleins. Peut-être. Shaker Sainte-Foy, Lévis, Cap-Rouge et Charlebourg. Are you ready?
Oh yeah, sur le Corner en direct, sur Facebook Live, chaque lundi de 19 à 21h, le podcast hip-hop numéro 1 à Montréal. Maintenant en rediffusion sur les ondes de CJMD 96.9 FM Lévis, chaque dimanche dès 20h. Ne manquez pas le meilleur moment de la semaine. Karen 23h15, Mo Cashmo, Billy John Vulgaire, Max, Sladgy et moi-même DJ Org, on vous attend et de ce rendez-vous. Oh yeah! Red Beard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité, l'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50 $ tout inclus. Oui, 50 $ tout inclus. Amenez la famille, les amis et les collègues. Pour réserver vos places, www.redbeardsurvival.ca. redbeardsurvival.ca. Vous l'écoutez? Elle est si douce, si attachante. Mais ne vous laissez pas avoir, elle est aussi un peu rebelle. CJMD 96.9, votre alternative radiophonique. De retour avec Jean Chazot au Fait Maudit. Fait Maudit. J'aimerais terminer cette émission-là avec autre chose que Billy Graham, puis sa Bible, et ainsi de suite, avec un bouquin qui, encore là, est venu me chercher, côté résonance. Et ça s'appelle « L'éveil au point zéro ». Ça a été écrit par Greg Braden. Braden, c'est un scientifique très mathématique. Son approche n'est pas toujours facile à suivre. J'ai de la difficulté à le suivre. Mon esprit calculus n'est pas dominant chez moi. Il y a une certaine Laurie Lee, je ne sais pas qui elle est pour lui, mais qui l'a introduit fort bien en disant que l'éveil au point zéro doit nous rappeler que le temps s'accélère. Elle pose la question, avez-vous le sentiment que le temps s'accélère? Avez-vous constaté les modifications dans votre façon de dormir et de rêver? Des périodes de sommeil de type trou noir, alternant avec des épisodes d'activité onirique intenses et marquantes. Vos émotions et vos rapports avec les gens se sont-ils intensifiés? Elle demande, avez-vous fréquemment une sensation de déjà-vu? Ou alors le sentiment nébuleux que quelque chose a changé, qu'en quelque sorte, vous avez déjà vécu ça. Vous serez probablement heureux de découvrir, comme je le fus, qu'il ne s'agit pas simplement de votre imagination, vous n'êtes pas le seul, et ces expériences jaillissent de causes bien réelles. Un ensemble de faits provenant de sources diverses semble suggérer que ces expériences, bien que de nature psychologique, comportent des composantes physiologiques et géophysiques. Ça signifie que les changements dans le corps terrestre affectent notre propre corps parce que ceux-ci entretiennent des liens subtils. Je vais tenter du mieux que je peux de traduire ma résonance face à tout ça, parce que dès le départ, ce que nous ressentons n'est pas que psychologique, mais physiologique. Braden n'est pas le seul à parler de ça. Le sommeil est perturbé, nos membres sont affectés, c'est comme si d'un seul coup, qu'importe l'âge, on avait pris un coup de vieux. Tout ça est très subjectif. Il est difficile de parler de ça sans se faire dire « Ah, c'est dans ta tête ». Peut-être. Il faut être très prudent, justement, parce que on peut se sentir vieux pour un tas de raisons hautes, des raisons personnelles. J'ai donc été très rigoureux dans l'auto-analyse de mes impressions. Tu sais, à 68 ans, avec une génétique d'arthritique derrière moi, c'est normal que j'éprouve de la difficulté et des douleurs tôt le matin à fermer les mains ou rester debout trop longtemps. Et du coup, je prends des anti-inflammatoires puis c'est réglé. Ça veut pas dire que la fin du monde s'en vient, ça. Mais je dois reconnaître, connaissant mon corps mieux que mon propre médecin, que depuis 1995, il se comporte étrangement, ainsi que la psyché et tout le bordel d'humain que je suis, en somme. J'en suis venu, moi, à me dire que c'est la transition des âges. Braden écrit ceci, et ça vient me chercher, ça vient me rejoindre. Il dit « Chacun le ressent quasi universellement. Quelque chose a changé. Quelque chose semble désormais différent. Tous sentent une transition à un niveau quelconque.
à un degré quelconque. Une tension associée à un bouleversement bien campé et activé. Certains décrivent leurs sentiments comme électriques, telle une faible anxiété. D'autres formulent simplement l'impression que quelque chose est à la veille de se produire, une chose considérable. Certaines personnes le sentent ondoyer dans chaque cellule de leur corps, observant que le temps et leur vie s'accélèrent. Est-il possible qu'un texte identique publié à intervalles réguliers depuis 2000 ans aurait fait du sens? Je pense que oui, parce que la condition humaine n'a jamais été si facile, aisée, et toutes les époques depuis 500 000 ans ont eu leur lot de difficultés. Je ne condamne pas ce qu'il dit. J'aurais pas pris la peine d'en parler si ça a été le cas. Je reste juste prudent. Il dit « D'autres éprouvent de la confusion, comme si rien n'allait plus. Leur monde change si rapidement qu'elles sentent qu'elles perdent le contrôle, incapables de s'ajuster. Pour ceux qui ont des difficultés à lâcher prise et à composer avec le changement, les sensations peuvent être inconfortables, voire pénibles. Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait qu'actuellement, nous vivons un temps de changement sans précédent. Peu importe la grille à travers laquelle on observe les événements mondiaux, les systèmes qui fournissent les infrastructures à la vie et à la société, y compris les systèmes personnels comme la santé, les finances et les relations sont dans un état de mouvance dynamique. En d'autres termes, il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. Il y a des planètes massives en orbite autour de notre système solaire, ou une planète errante qui nous rappelle la célèbre Nibiru. On a l'air moins fou d'en parler maintenant, mais quoi qu'il en soit, si vous suivez cette émission sur une base régulière, c'est peut-être parce que, comme moi, vous commencez d'abord à vous souvenir qui vous êtes, vous commencez à savoir la raison pour laquelle vous êtes ici, mais vous ressentez peut-être aussi, en tout cas comme moi, ce qui ne veut rien dire, mais vous ressentez peut-être qu'effectivement, il se passe quelque chose, des choses étranges. L'expérience humaine sera vécue consciemment et simultanément à des niveaux multiples, nous dit Greg Braden. C'est un nouvel état de conscience qui ne correspond ni aux ondes cérébrales de l'état de veille ou du sommeil, de bêta à θ. Il s'agit plutôt de tous ces états pris simultanément. C'est le début d'une époque à laquelle on se réfère aujourd'hui sous le nom de Nouvel Âge, évidemment en 96, ou d'expérience de la 4e dimension. Vous savez, est-ce qu'on devrait avoir peur? Non. Peur de quoi? T'sais? Personnellement, je pense que l'être humain est à la merci d'à peu près tout. Autant d'un désastre de proportions cosmiques avec des vagues de 3000 pieds que le devant d'un troc qui fonce sur toi à 100 km/h, là, ou d'un simple infarctus en plein sommeil. T'sais. Mourir d'un ou de l'autre, c'est mourir. On ne peut pas plus mourir dans un cas comme dans l'autre. Et la mort du corps n'est que l'heureux retour à la maison de l'esprit libéré. Est-ce qu'on peut avoir peur de souffrir? Ah là, ça c'est autre chose. Ça vient me chercher. T'sais. Autant que ça finisse bien... J'ai pas envie de partir comme sont partis mes parents, je ne m'adresse pas partout. Ça serait que baf, fini. T'sais, un ACV, ça c'est le top. J'ai confiance en l'esprit que je suis d'abord, envers l'humain que je suis devenu ensuite. J'ai un agenda, vous en avez un. Et si la vie sur Terre devient chaotique au point où nous revenons à toute fin pratique à l'âge des cavernes, ou presque, j'ai le sentiment que ça va se vivre avec un pied dans une autre dimension et non pas tout bêtement en grognant et en assommant son voisin pour y voler ses bûches. De ce que je sais de l'esprit est clair, très clair, et même limpide comme le cristal lalique d'un verre. Le destin glorieux de chacun est écrit en lettres de feu dans le livre de la vie. Nul n'y échappe. Il est maintenant ou demain. Il est exactement ce qui doit être
et pas un iota ne peut être changé. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui ne doit pas arriver, n'arrivera pas. Alors, moi, je vous dis, on va suivre l'actualité scientifique, on va regarder ce qui se passe, on va suivre les difficultés qu'ont vécues et que nous vivons présentement sur le plan, ça arrive encore des petits problèmes économiques, les excitations avec la Corée du Nord, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais, en tout cas, moi, je pense que il y a cette histoire des planètes errantes dont on a parlé, tout ça. Je ne ferai jamais de prédiction. C'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon style. Mais il se passe quelque chose. On est en train de vivre une transition qui me paraît très importante, un peu comme ces gens-là qui, durant les années fin du 19e siècle, vivaient la transformation vers l'ère industrielle. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce qui s'en venait. Ils ne comprenaient pas pourquoi des emplois disparaissaient à la tonne parce que des machines allaient remplacer ça. Pour eux, c'était la fin du monde. Peut-être qu'on vit et qu'on vivra aussi la même chose quand on va voir l'informatique quantique s'en venir avec des ordinateurs organiques ou des choses du genre. On se demande quel job on va pouvoir continuer de faire. Oui, il y a une transition qui va se faire. Ça, c'est très clair. Puis une transition aussi au niveau de la conscience. Mais quoi qu'il en soit, c'est impossible. Impossible de dire ce qui s'en vient. C'est inutile aussi de s'en inquiéter parce que, anyway, ce qui doit vous arriver va vous arriver, puis c'est de même. C'est pas mal ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. À la prochaine.